Ok, merci David. On va passer à la deuxième conférence et c'est donc avec plaisir que je passe la parole à Mathieu Jeanne qui va enfin qui va nous parler de ce qui commence à être fait en réanimation avec ces moniteurs-là. À toi, Mathieu. Merci beaucoup. Je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité à parler d'un domaine sur lequel jusqu'ici je n'ai pas eu l'occasion du tout de parler des recherches. Donc moi je suis Mathieu Jeanne, donc anesthésiste réanimateur au CHU de Lille. Je travaille au centre de traitement des brûlés et je suis un des inventeurs, donc c'est mon lien d'intérêt, de l'ANI il y a une vingtaine d'années maintenant. Et quand je vois tout ce qui a été publié au bloc opératoire et tout le travail qui a été fait par l'ensemble des équipes d'anesthésie dans le monde entier, je me dis, un, c'est super, et deux, il y a encore beaucoup de travail parce que j'ai l'impression qu'on a à peine commencé à débroussailler un domaine du monitorage de la nociception et de l'antinociception. Et effectivement, les mots sont importants. Euh, En réanimation, quand on s'intéresse au monitorage de la nociception en réanimation, c'était le thème que je dois traiter. Le parallèle avec l'anesthésie tombe très vite finalement. En anesthésie, on va dire que la triade contrôle du système nerveux autonome, contrôle du niveau d'inconscience et immobilité, c'est quelque chose qui est acquis aujourd'hui, et même si on a des discussions d'experts sans savoir l'effet de telle ou telle molécule sur tel ou tel moniteur, finalement on a des guides qui sont à peu près précis, je dirais, même si les sociétés savantes ne demandent pas encore le monitorage systématique de la nociception en paire anesthésique. Je crois que les cas compliqués qui ont été évoqués, les cas pédiatriques par exemple, les cas des sujets âgés, les insuffisants rénaux, tous les patients qui ont un métabolisme modifié des molécules qu'on va leur administrer pour permettre le contrôle de l'anesthésie, là, il y a un intérêt à faire du monitorage. En réanimation, la triade est différente. Alors, on espère tous avoir en réanimation des patients coopérants, disons au moins non opposants, conscients, au moins relativement. Un Glasgow 12, moi, ça me suffit dans ma réanimation. Confortable, je dirais, la majorité du temps. Malheureusement, c'est plutôt une triade délétère avec laquelle on est confronté pendant au moins les premiers jours, je dirais, d'un séjour d'un patient réanimatoire. C'est connu depuis 10 ans, il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est une triade où on pourrait appeler ça aussi un cercle vicieux, où la douleur, puisque le sujet est censé être à peu près conscient, donc il reçoit la nociception, il l'interprète selon son vécu historique et sa culture, et ça devient de la douleur à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on a le droit de l'appeler douleur. Entretient la confusion, entretient l'agitation, l'inconfort, sensation qu'on devrait être ailleurs et pas dans un lit de réanimation avec des tuyaux et des soins douloureux. Et donc ça rend les choses très compliquées. Et si on essaye de modéliser ce qui se passe en termes de système nerveux autonome dans les patients, il faut bien dire qu'on n'en est qu'au balbutiement de nos techniques et de nos moniteurs. Et plutôt que de présenter la traditionnelle balance de Roberval avec l'équilibre parfait entre sympathique et parasympathique, et si on baisse l'un, il y a l'autre qui monte et réciproquement, et c'est super, ça marche de façon dynamique et sans aucun retard, je préférerais proposer un modèle à base de vases communicants, où finalement ce qui va faire monter le vase sympathique est extrêmement présent et abondant chez le patient réanimatoire. On l'a vu sur le schéma d'avant, qui est à peu près exhaustif, sur tout ce qui va activer le système sympathique. La douleur, évidemment, l'anxiété, évidemment, le sepsis, l'hypovolémie, tout ce qui va être monitoré par les moniteurs axés sur le système sympathique et qui va éventuellement, d'ailleurs, biaiser leur réponse. C'est même bien connu en anesthésie. Les moniteurs du sympathique ont tendance à faire monter leur index lorsque le patient est hypovolémique. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il faut administrer des morphiniques ou est-ce qu'il faut remplir son patient? C'est seulement en sortant l'idée qui est simpliste que c'est un moniteur de la nociception qu'on va correctement interpréter l'information fournie par le moniteur, qui est je monitore, disons, un rouage du système nerveux autonome. Si on voit ça comme une horloge, c'est un nombre de rouages très, très important, très intriqué, et dont personne ne sait précisément la façon dont les rouages communiquent entre eux. Et donc, si on travaille sur la notion de vase communicant, il y a beaucoup de choses qui vont faire monter le vase du sympathique et il y a assez peu de choses finalement qui vont faire monter le vase du parasympathique. Et tout ce qui est mis en avant depuis 10 ans par toutes les sociétés savantes du monde entier sur détecter la douleur, la monitorer, en gros pas avec un moniteur mais avec une infirmière qui va essayer d'interroger son patient avec une échelle visuelle analogique ou une échelle numérique simple, avec un énorme risque d'ailleurs de régression à la moyenne. Donc la réponse standard du patient, habituellement, c'est 5. Quand on fait une régression à la moyenne, c'est un biais classique. Ou alors, si le patient n'est pas capable de se manifester, une échelle d'hétéroévaluation, et tout ça pour administrer des opiacés.
Donc on a un peu l'impression d'être à l'âge de pierre en réanimation pour ce qui concerne le point A du bouquet anglo-saxon, les bundles. Le point A étant la top priority, vérifier si le patient est douloureux ou pas. Il y a quelques auteurs qui ont commencé à s'intéresser à l'usage éventuel des moniteurs dits de nociception. Je pense que c'est un abus de langage de les appeler comme ça. Donc, c'est des moniteurs du système nerveux autonome qui monitorent une composante sympathique ou parasympathique pour les moniteurs existants sur le marché actuellement. Il y en a qui monitorent le baroréflexe aussi, par exemple. La plupart de ces études essayent de trouver une corrélation entre des supposés indices de nociception. On comprend très vite, quand on y réfléchit, que méthodologiquement, ça ne tient pas la route. Et que finalement, tous ces papiers ont des bonnes chances de trouver qu'il n'y a pas de corrélation entre les indices. Et je pense même qu'il faudrait réellement poser la question, est-ce que c'est bien le bon test, le test de corrélation, qui est adapté? Est-ce que si on en fait des moniteurs de nociception, donc mesurant un même phénomène dont le gold standard n'existe pas, il faudrait plutôt faire du test de Blanc et Altman, c'est-à-dire comparer les réponses et la répartition de fréquences des moniteurs par rapport à leur seuil. Et donc cette étude-là, c'est une parmi d'autres, qui regarde le score d'hétéroévaluation BPS avant-après une stimulation tétanique, donc un train d'onde dédié normalement à fournir une réponse motrice, et conclut que les différents indices présentés comme des moniteurs de nociception, donc qui sont essentiellement là des moniteurs du sympathique, ne sont pas corrélés entre eux, et en pratique, le patient réagit assez peu avec des doses de médicaments qui sont des sédations, des catécholamines, des choses comme ça. Et finalement, la méthodologie qui s'adapte le mieux à la réanimation, c'est peut-être pas celle du bloc opératoire, qui ressemble à une expérience de laboratoire, parce que c'est toujours la même reproduite un nombre infini de fois, et il suffit de sélectionner son groupe de patients pour pouvoir avoir une réponse à la fin. En réanimation, c'est bien plus complexe que ça, parce que les patients sont bien plus variés dans leur pathologie, dans les médicaments qu'ils reçoivent, et que la vraie vie en réanimation, c'est que l'infirmière va aspirer la sonde d'intubation trachéale de son patient plusieurs fois par poste. Les aides-soignantes vont le tourner pour faire la toilette. Tout ça, ça lui fait mal. Et donc, c'est ce qui a été fait ici par l'équipe de Montpellier, avec un monitorage ANI, ça aurait pu être un autre, qui a constaté une élévation du BPS lors de la stimulation, une diminution du tonus parasympathique, en l'occurrence ici l'ANI. Les auteurs concluent que c'est l'ANI instantanée qui présente la valeur prédictive négative la plus intéressante. Mais en fait, ce qui est intéressant surtout et que les auteurs ne discutent pas, c'est comment est-ce qu'on utilise cette variation affichée sur l'écran du moniteur en pratique courante pour améliorer l'antalgie avant de faire un soin douloureux. Et ça, actuellement, j'ai trouvé aucun papier qui présentait ce cas-là en réanimation. Et je pense que c'est ça qui est important. Si on veut aider les patients de réanimation, il faut présenter une méthodologie qui est adaptée à la vie du patient de réanimation. La vie d'un patient de réanimation, c'est d'être dans une chambre où pendant 20 heures sur 24, il n'y aura personne avec lui, où il sera monitoré à distance et que la personne qui sera là le plus souvent auprès de lui, c'est l'infirmière. Au centre des brûlés à Lille, depuis plus de 5 ans, on a mis un protocole très simple en fait, qui a pour objectif chez les patients intubés, ventilés, sédatés. À l'origine, le but c'était surtout de diminuer l'administration de sufentanil chez nos patients qui étaient largement surdosés. Et donc on a dit aux infirmières, c'est pas compliqué, vous allez essayer de caler l'ANI dans la fenêtre 50-80. On a étendu un peu la fenêtre vers le haut parce que le 50-70, il est bien au bloc opératoire. Il n'est absolument pas prouvé en réanimation. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un parasympathique prédominant pendant la majorité du temps. Et ce qui est écrit là dans le protocole, c'est très précis quand on l'indique aux infirmières, c'est en dehors des soins. Donc on va regarder le moniteur à travers la fenêtre de la porte avant même de rentrer en chambre, parce que le bruit, éventuellement si le patient est semi-conscient, rien que le bruit va faire baisser le tonus parasympathique. C'est pareil en salle de réveil. On regarde le moniteur avant de s'approcher du patient et de le stimuler, parce que rien que cette stimulation, c'est très bien décrit par Porges, entraîne une baisse du tonus parasympathique de façon très ponctuelle, mais qui du coup modifie la mesure. Mais avec ça, on a réussi à diminuer de façon drastique l'administration du sufentanil chez nos patients de réanimation. Voilà trois copies d'écran du moniteur ANI chez le même patient d'ailleurs. À 11h49, là, donc vers midi, sous sédation type propofol, sufentanil, noradrénaline, nos patients ils sont très souvent sceptiques au centre des brûlés. On voit un tonus parasympathique qui prédomine sur les 20 minutes qui sont affichées dans la fenêtre des tendances. Donc là, on pourrait dire que l'infirmière a bien fait son travail. Elle n'a pas besoin ni d'augmenter ni de baisser l'administration du sufentanil.
À minuit, le même jour, on voit que l'ANI, même quand on laisse le patient tranquille, a tendance à plafonner un petit peu. Là, pour le coup, l'infirmière, elle pourrait baisser un petit peu le débit continu du sufentanil. Mais on voit en même temps aussi que la noradrénaline a doublé entre-temps. C'est-à-dire que le patient était probablement en train de démarrer un sepsis le matin et de le confirmer pendant la nuit. Avec ici une information qui est intéressante, qui est donnée par l'énergie, qui correspond au SDNN. Il y a une littérature très abondante sur le sujet. Le SDNN, c'est la modulation complète du système nerveux autonome de courte durée. En gros, c'est une sorte de somme du sympathique et du parasympathique qui nous renseigne sur l'élan de vie du patient, finalement. C'est ce qui vient du tronc cérébral, et c'est ce qui nous dit que le patient, éventuellement, a mis en œuvre toutes ses réserves pour essayer de survivre à un stress aigu. Et au centre des brûlés, depuis des années, c'est le choc septique qui fait baisser le plus l'énergie et qui montre aussi la remontée de cet élan vital lorsque le choc septique est traité. On le voit avant que le patient ait pu être sevré de ses catécholamines. Et une semaine plus tard, dans la fenêtre de droite, on voit que là, pour le coup, on sort de pansement, il est 13h42. Là, pour le coup, le patient est douloureux. Alors, on a introduit, en plus de la clonidine qu'on utilise à forte dose chez nos patients, c'est aussi un exemple que le monitorage des séries RR, quel que soit le moniteur qu'on utilise, que ce soit le NOL ou que ce soit une technique d'analyse spectrale de la série RR ou que ce soit l'ANI, a seulement besoin d'un rythme cardiaque sinusal. Il y a des patients aussi qui sont en ACFA un jour et qui sont en rythme sinusal le lendemain. Il faut simplement apprendre à ne pas interpréter le monitorage quand ils sont en ACFA et à le regarder quand ils sont en rythme sinusal. L'énergie, là aussi, peut nous renseigner. Quand elle est trop élevée, habituellement, ça correspond à une extrasystolie trop importante ou à une arythmie trop importante. Et donc, ce camembert sur l'énergie, le diamètre, c'est l'énergie. Et le contenu, c'est le parasympathique, dont le complément à 1 est le sympathique. Donc, en gros, s'il y a beaucoup de bleu, le patient est confortable. S'il y a trop de rouge, c'est qu'il faut sans doute améliorer l'antinociception, quelle que soit la molécule. Un dernier exemple ici sur des Covid graves intubés et ventilés. Là, c'est une patiente d'une cinquantaine d'années sans antécédent en décubitus ventrale curarisée. Est-ce qu'elle est confortable ou pas pendant les 12 heures qu'elle va passer en ventrale? D'après l'ANI, on pourrait dire que oui. On le voit sur la tendance. Le parasympathique prédomine largement. Alors en plus, elle était devenue bradycarde. Il y a beaucoup de patients Covid qui étaient bradycardes. Elle est accélérée à l'isuprel sur la photo de droite. On voit que le monitor est parfaitement interprétable et que le reste n'a pas changé. Donc si on veut conclure rapidement, on pourrait dire qu'en réanimation, les soi-disant moniteurs de la nociception, qui je pense sont des moniteurs du système nerveux autonome, n'ont absolument pas fait la preuve de leur efficacité. Ils ne l'ont pas non plus d'ailleurs fait au bloc opératoire, parce qu'on n'a pas encore de bénéfice formel d'un intérêt quelconque. Par contre, ils objectivent probablement une analgésie insuffisante lors d'un soin, et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne question chez un patient de réanimation. Je pense que l'intérêt, c'est d'optimiser le confort pendant dehors des soins, parce que pendant les soins, il y aura des docteurs dans la chambre pour administrer une titration morphinique ou avec le médicament que vous souhaitez pour améliorer l'antinociception de votre patient. Par contre, pendant les 23 heures restantes, où vous n'y serez pas, ça vaut la peine sans doute de les monitorer. Je vous remercie. Ouh. Merci beaucoup Mathieu. Beaucoup de choses. Alors je pense que tout le monde est comme moi et qu'on a entendu plein de choses nouvelles et plein de choses très étonnantes dans ta présentation. Merci beaucoup. C'est un point de vue qu'on n'entend pas très souvent. Il y a peu de gens qui sont à la fois en train de travailler dans des réanimations et qui ont poussé le monitorage de la nociception. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je retiens plusieurs choses. D'abord, et c'est le plus important, en fait, il y a une place pour ces moniteurs en réanimation. On est d'accord? Moi, je crois qu'il y a un intérêt à monitorer le système nerveux autonome de nos patients en réanimation, parce qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe dans leur encéphale. Oui. Et donc, déjà, ça vaut la peine de creuser le sujet. Il y a une place. Toi, tu penses que leur place principale, elle est sur le monitorage finalement de leur état de fond? Tu penses que c'est le premier, si j'ai bien compris, c'est bien ça que tu dis. Et peut-être dans la prise en charge du soin aigu, tu dis qu'effectivement, il y a des gens pour faire des titrations. Peut-être que dans ces cas-là, si on arrive à développer leur côté prédictif, on arrivera à ce qu'ils aient une utilité aussi pour la prise en charge des soins aigus.
Oui, nous on le voit clairement avec la répétition des pansements qu'on fait chez les brûlés, alors non réanimatoire. C'est clairement l'antinociception de base qu'ils ont à domicile, longue durée, qui permet de diminuer les doses d'antinociceptifs pendant le soin douloureux, en fait. Et c'est d'ailleurs ça qu'on va guetter et on va adapter nos médicaments, y compris avec des gabapentinoïdes maintenant. Donc il y a une place pour toutes ces molécules pour la prise en charge multimodale de façon évidente. Et ces moniteurs ne sont absolument pas spécifiques d'une molécule ou d'une autre. Ils sont des mesures de l'état du système nerveux autonome. Et je crois que c'est très important de ne pas être trop simpliste dans notre présentation de ces monitorages parce que c'est trop réducteur en fait. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai aussi, je te passe juste la parole après David, mais c'est vrai que, alors tu caricatures quand même un tout petit peu trop ce qui se passe au bloc opératoire, mais ce n'est pas grave. C'est vrai qu'au bloc opératoire, la situation est différente parce que sous anesthésie de niveau chirurgical, on a finalement accès au système nerveux autonome de façon assez pure et on est beaucoup moins gêné par tous les autres paramètres qui peuvent influencer justement l'activité autonome. Et c'est pour ça qu'au bloc opératoire, on appelle ça des moniteurs de nociception. C'est vrai que ça reste des moniteurs du système nerveux autonome et que, voilà, nous, on dit nociception au bloc parce que c'est la principale source de modification autonome pendant l'anesthésie chirurgicale, ça reste quand même la stimulation nociceptive. Mais je suis d'accord, il faudrait vérifier. Ça, c'est hors situation où la volémie, peut varier de façon importante, hors hémorragie ou des choses comme ça. C'est tout à fait vrai. Mais alors qu'en réanimation, finalement, le débat il est beaucoup plus compliqué parce que on a quelque chose au-dessus. Il y a du cortex, il y a de l'anxiété, il y a du psychisme, et c'est vrai que du coup, ces moniteurs-là, il faut faire attention de pas considérer que quelle que soit la situation et l'état du patient, le seul truc qui monitore, c'est la nociception. Tu as raison, c'est des moniteurs du système nerveux autonome. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et au bloc, il faut bien garder à l'idée aussi qu'on monitore le système nerveux autonome et que l'hypothermie, l'hypovolémie, voilà, quand le chirurgien badigeonne avec de la bétadine froide le dos du patient qui est intubé et qui dort, c'est très étonnant de voir monter les paramètres de monitorage. Oui, c'est une stimulation. Son système nerveux autonome est au courant qu'on est en train de lui faire quelque chose. La réponse n'est pas forcément 5-gamma de Sufinta. Au long cours, sur la chirurgie au long cours, certainement faire très attention à ces modifications qui apparaissent, une vessie pleine, une hypovolémie. Et voilà, la réponse n'est pas toujours d'aller augmenter un morphinique. Merci pour ce super topo.